j'ai empoisonné son café ce matin-là, pas avec du cyanure, mais avec la vérité qu'il avait fui pendant 9 ans, et je l'ai regardé convulser sous le poids de ses propres mensonges. 9 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que je devienne la femme qu'il n'avait jamais imaginée, celle qui tient les rênes de sa chute sans une once de remords. Et quand il a supplié, à genoux dans le salon de son appartement haussmannien impeccable, j'ai souri pour la première fois depuis notre nuit de noces, parce que la vengeance, en fin de compte, n'est pas un cri, c'est un murmure qui détruit de l'intérieur. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fulgurantes, m'avait vu naître et renaître. J'étais Élise Moreau, 38 ans à l'époque des faits, une graphiste freelance qui jonglait entre les commandes pour des magazines branchés du Marais et les dîners improvisés avec Pierre, mon mari depuis 5 ans. Pierre Laurent, architecte talentueux, avec ses lunettes à monture fine et son sourire qui faisait fondre les clientes de son cabinet rue de Rivoli. Nous habitions un 2 pièces sous les toits du 11e arrondissement, avec vue sur les zincs des cafés en contrebas et l'odeur persistante de croissants brûlés qui montaient des boulangeries au petit matin. C'était une vie simple, tissée de ces petits riens qui font les bonheurs ordinaires, un verre de Sancerre partagé sur le balcon, ses doigts effleurant les miens pendant que nous parlions de projets fous, comme rénover une maison en Normandie pour y élever des enfants qui n'étaient encore que des rêves. Mais les rêves, à Paris, se brisent souvent sur les pavés mouillés d'une averse inattendue. Tout a basculé un soir d'octobre 2016, sous un ciel plombé qui pesait sur la Seine comme un couvercle de cercueil. J'étais rentré tard d'un rendez-vous professionnel avec Marc, un collègue et ami de longue date, photographe pour le même magazine. Nous avions bossé sur un shooting dans un loft de Belleville, et pour fêter la fin d'une deadline infernale, nous avions descendu 2 verres de trop au bar du coin. Marc m'avait raccompagné en métro, son bras autour de mes épaules pour me stabiliser, un geste fraternel, rien de plus. Pierre était déjà au lit quand je suis entré, mais il avait dû voir le texto anodin que j'avais envoyé à Marc. Merci pour ce soir, t'es le meilleur complice du monde. Bisous. Innocent, n'est-ce pas? Sauf que Pierre, avec son esprit cartésien d'architecte, avait vu dans ces mots une preuve irréfutable d'adultère. Le lendemain matin, il m'attendait dans la cuisine, les bras croisés, le visage dur comme le granit des immeubles haussmanniens qu'il adorait restaurer. C'est fini, Élise. Je t'ai vu avec lui hier soir. Ne mens pas. Sa voix était un scalpel, froide et précise. J'ai essayé d'expliquer au Marc était comme un frère, le texto une blague entre potes, rien de sordide. Mais il a balayé mes paroles d'un geste, comme on chasse une mouche importune. 9 ans plus tard, tu comprendras peut-être, m'a-t-il dit en claquant la porte, laissant derrière lui le dossier de divorce déjà prêt, rédigé par son avocat la nuit même. Pas de discussion, pas de thérapie de couple, pas même un regard qui aurait pu raviver la flamme. Juste un mur, impénétrable, érigé sur un malentendu qui aurait pu s'effacer en 5 minutes. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse et de silences assourdissants. L'avocat de Pierre, un type bedonnant aux manières paternalistes, m'a convoqué dans un bureau du 8e arrondissement, avec vue sur les Champs-Élysées ou ironie du sort, la plus belle avenue du monde pour signer la fin du mien. Madame Laurent, votre mari est clair, faute grave, adultère avéré. Pas de pension, pas de bien commun à part l'appartement qu'il rachète. J'ai signé, les mains tremblantes, les yeux rivés sur la tour Eiffel qui se dressait au loin comme un phallus moqueur. Adultère? J'aurais ri si je n'avais pas eu envie de hurler. Marc, ce pauvre Marc, qui avait passé la nuit à me consoler au téléphone, jurant sur sa tête qu'il témoignerait si besoin. Mais Pierre n'a pas voulu de témoin. Il voulait juste la victoire, propre et rapide, comme un blueprint architectural sans fioriture. Je me souviens de la première nuit seule dans notre ancien appartement, non, son appartement maintenant. Les murs semblaient se refermer, imprégnés de son odeur, de nos rires fantômes. J'ai fouillé ses tiroirs par désespoir, cherchant un indice, une lettre, n'importe quoi qui expliquerait cette fureur soudaine. Rien. Juste une photo de nous à Deauville, pliée en deux, comme si la mémoire elle-même refusait de coopérer. J'ai pleuré jusqu'à l'aube, le corps secoué de spasmes qui me faisaient douter de ma santé mentale. Était-ce vraiment un malentendu? Ou avais-je, sans le savoir, trahi quelque chose de plus profond en lui? Pierre avait toujours été jaloux, un trait qu'il masquait sous des blagues pinces sans rire, mais je n'avais jamais imaginé qu'il pourrait exploser ainsi, nous réduisant en cendres sur un simple soupçon. Les mois qui ont suivi ont été une descente aux enfers pavés de bonnes intentions. J'ai déménagé dans un studio exigu de la rue Oberkampf, entouré de bobos qui fumaient des joints en philosophant sur l'amour libre, ironie cruelle pour celle qui venait de se faire éjecter de son propre conte de fées.
Le travail est devenu mon encre, des nuits blanches à retoucher des images pour Vogue, des shootings sous la pluie qui me rappelaient que la vie continuait, même trempée jusqu'aux os. Marc m'a présenté à son cercle, des artistes qui buvaient du vin rouge en débattant de Sartre et de la condition féminine. La vengeance est un plat qui se mange froid, m'a-t-il dit un soir, mi-sérieux, mi-ivre. J'ai ri, mais la graine était plantée. Pas une vengeance sanglante, non ça, c'est pour les films hollywoodiens. La mienne serait française, subtile, psychologique, un poison lent qui rongerait son empire de l'intérieur. 9 ans. 9 ans pour reconstruire Élise Moreau, pas la femme brisée de Pierre Laurent, mais une Élise impitoyable, forgée dans le feu de l'abandon. J'ai monté mon agence de design graphique, Élise Vision, spécialisée dans les campagnes pour les marques de luxe Chanel, Dior, ces icônes qui transforment la douleur en élégance. J'ai voyagé, Rome pour l'inspiration, Berlin pour l'oubli, et toujours ce retour à Paris, ma ville talisman, avec ses boulevards qui murmurent des secrets aux passants. J'ai eu des amants, éphémères comme les cerisiers en fleurs du printemps, mais aucun n'a effacé le vide que Pierre avait creusé. Et puis, il y a eu les rumeurs, Pierre avait gravi les échelons, devenu associé dans un grand cabinet d'architecture, marié à une avocate prénommée Claire, une blonde aux airs de mannequin qui postait des photos idylliques sur Instagram, famille recomposée, voyage à Saint-Tropez, tout le package bourgeois. Je les ai observés de loin, comme une entomologiste étudie un spécimen sous verre. Pas d'obsession malsaine, non, juste une curiosité clinique. Pierre avait-il changé? Avait-il regretté? Les réponses sont venues par bribes, un article dans Le Monde sur son projet de réhabilitation des Halles, une invitation à une expo où il était juré et où je me suis glissé incognito, un verre à la main, le cœur battant la chamade quand nos regards se sont croisés sans se reconnaître. Ou peut-être qu'il m'avait vu, cette Élise métamorphosée, avec mes cheveux courts teints en châtain cuivré et ma silhouette affinée par des années de yoga vinyasa. Il avait pâli, un instant, avant de détourner les yeux. Ce fut le déclic. 9 ans plus tard, il était temps de le confronter, non avec des cris, mais avec un miroir impitoyable tenu devant son âme. Le café où tout a commencé à nouveau s'appelait Le Petit Zinc, un bistrot anonyme du 6e arrondissement, coincé entre une librairie d'occasion et un atelier de reliure. J'y suis allé un mardi matin de septembre 2025, 9 ans jour pour jour après le divorce. Le soleil filtrait à travers les vitres embuées, projetant des motifs dansants sur le comptoir en zinc patiné. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe midi en lin beige, sobre mais cintrée juste assez pour souligner les courbes que les années avaient affinées plutôt qu'alourdies. Pas de maquillage criard, juste un trait d'eyeliner qui rendait mon regard perçant, comme une lame prête à trancher. Pierre est arrivé à l'heure, ponctuel comme toujours, son éternelle mallette en cuir sous le bras. Il avait vieilli, des rides au coin des yeux, une calvitie naissante qu'il camouflait mal sous un brushing impeccable, et ce costume gris anthracite qui hurlait le succès modéré. Il m'a serré la main à une poignée ferme, professionnelle, et s'est assis en face de moi, commandant un espresso double sans sucre. Élise, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est au sujet de l'agence. Ton expertise en branding pourrait nous être utile pour le nouveau projet des quais de Seine. Je l'ai laissé parler, hochant la tête au bon moment, tandis que le serveur posait les tasses fumantes entre nous. Son projet, une tour écologique, symbole de la Paris verte post-Olympiade, avec des balcons suspendus et des panneaux solaires qui brillaient comme des promesses non tenues. Ironique, pensais-je, lui qui avait démoli notre mariage sans un regard en arrière. Quand il a enfin marqué une pause, j'ai sorti de mon sac une enveloppe Kraft, scellée d'un simple agrafe. Avant de discuter affaires, Pierre, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que tu m'as refusé il y a 9 ans. Il a froncé les sourcils, cette ride verticale entre les yeux qui le faisait ressembler à un bulldog enragé. Élise, le passé est le passé. On est des adultes maintenant. Mais j'ai insisté, glissant l'enveloppe vers lui. À l'intérieur, des copies de nos anciens textos, le rapport du détective privé que j'avais engagé il y a 2 ans, oui, j'en étais arrivé là, confirmant que Marc et moi n'avions jamais été plus que des amis, et une lettre manuscrite, la mienne, expliquant en détail ce soir d'octobre, mot pour mot, comme si le temps n'avait pas passé. Il a lu en silence, ses doigts se crispant sur le papier. Le café s'est refroidi entre nous, et dehors, les Parisiens pressés filaient sous un ciel d'azur, indifférents à ce drame miniature. Quand il a relevé la tête, ses yeux étaient humides au pas de larmes, non, juste cette humidité traîtresse qui trahit les hommes comme lui. J'ai paniqué, Élise. J'avais vu ce texto, et avec ton retard, j'ai imaginé le pire. C'était stupide,
je le sais maintenant. Sa voix chevrotait, un mélange de regret et de justification hâtive. Claire et moi. On traverse des moments difficiles. Elle soupçonne des choses, à cause de mon travail tardif. Et toi, tu as si bien réussi. Ton agence cartonne, j'ai vu les articles. J'ai souri, un sourire poli, celui que je réservais aux clients difficiles. Le succès, Pierre, c'est ce qui arrive quand on se reconstruit sur des ruines. Tu m'as laissé en miettes, sans explication. 9 ans à me demander pourquoi, à me réveiller en sueur en revivant cette nuit où tu as claqué la porte. Et toi? As-tu une seule fois douté? Il a baissé les yeux, marmonnant des excuses éculées, la pression du boulot, sa propre enfance marquée par un père volage, la peur viscérale de l'abandon. Classique, pensais-je. Les hommes comme lui se drapent toujours dans leur trauma pour excuser leur faiblesse. Mais je n'étais pas venu pour une thérapie improvisée. Accepte mon aide pour ton projet, Pierre. Gratuitement. Considère ça comme une dette réglée. Il a acquiescé, soulagé, ignorant que c'était le premier fil de la toile que j'avais tissé patiemment. Les semaines suivantes, j'ai plongé dans son univers, réunions au cabinet, esquisses sur papier millimétré, dîner d'équipe où Claire, sa femme, faisait des apparitions furtives, toujours élégante dans ses tailleurs pantalons, mais avec ce regard hanté des épouses qui sentent le sol se dérober. Elle me détestait cordialement, bien sûr l'ex-femme revenue d'entre les morts, la concurrente invisible. Vous avez l'air si sereine, Élise, m'a-t-elle dit un soir, un verre de chardonnay à la main. Comment faites-vous pour supporter tout ça? Je transforme la douleur en art, ai-je répondu, et elle a ri, nerveusement, sans comprendre que c'était littéral. Car pendant ces réunions, j'observais Pierre, avec ses tics, la façon dont il se rongeait l'ongle du pouce quand il mentait sur un délai, Claire, avec ses silences lourds, ses textos furtifs à un amant imaginaire ou réel. Et moi, Élise, la consultante bienveillante, qui glissait des suggestions anodines, et si on impliquait plus la communauté locale? Une consultation publique, pour la transparence. Innocente, en surface. Mais chaque idée semait une graine de discorde, des riverains mécontents qui pétitionnaient contre la tour, des articles dans l'IB critiquant l'élitisme du projet, des fuites internes qui mettaient Pierre en porte-à-faux avec ses associés. La vengeance n'est pas un coup de poignard, c'est une érosion lente, comme la Seine qui ronge les quais millénaires. Pierre a commencé à craquer, des nuits blanches, des disputes avec Claire que j'entendais filtrer à travers les murs minces lors d'un week-end d'équipe à Fontainebleau. Tu parles trop d'Élise. Est-ce qu'il y a quelque chose, hurlait-elle un soir, et lui, c'est du passé, bon sang. J'étais dans la chambre voisine, un verre d'eau à la main, écoutant leur chute libre avec un calme olympien. 9 ans m'avaient appris la patience, cette vertu française par excellence, celle des vignerons qui attendent la vendange parfaite. Bientôt, les fissures sont devenues gouffres. Un associé a démissionné, accusant Pierre de manque de vision et mes suggestions, déformées en critiques internes. Claire a demandé une pause, emportant leur fille de 7 ans en week-end prolongé chez sa mère à Lyon. Et Pierre m'a appelé, la voix brisée, Élise, aide-moi. Tout s'effondre. Je suis venu, bien sûr, dans son bureau désert un dimanche après-midi, où le soleil couchant peignait les maquettes en orange sanguine. C'est le malentendu qui revient te hanter, lui ai-je dit doucement, posant une main sur son épaule ou un geste ambigu, chargé d'électricité. Il s'est effondré en sanglots, confessant tout, sa jalousie maladive, ses doutes sur Claire, son regret viscéral de m'avoir perdu sans combat. Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le masque, vulnérable, humain, terrifié. Et au lieu de compassion, une vague de triomphe m'a submergé, froide comme la Marne en hiver. Reviens sur tes pas, Pierre. Explique-toi, comme je l'ai fait. Mais il ne pouvait pas, le temps avait scellé les plaies en cicatrices indélébiles. Je suis parti ce soir-là, le laissant à ses démons, et dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai ri un rire libérateur, qui faisait tourner les têtes des autres passagers. La première phase était achevée. 9 ans plus tard, le châtiment ne faisait que commencer. Les nuits parisiennes ont toujours eu ce pouvoir hypnotique, les lumières des réverbères qui dansent sur l'asphalte humide, le ronron des scooters qui filent vers des destinations inconnues, et ce sentiment diffus que la ville elle-même respire avec vous, absorbant vos secrets comme une maîtresse complice. Après ce dimanche fatal, j'ai intensifié le jeu, transformant mon agence en arme discrète. Élise Vision n'était plus seulement un studio de design, c'était un réseau, tissé de freelances endettés, d'internautes influents et de journalistes affamés de scoop.
j'ai lancé une campagne anonyme sur les réseaux, Sauvons les quais, un hashtag qui viralisa en 24 heures, alimenté par des posts fabriqués de toutes pièces photos truquées de la tour en construction obstruant la vue de Notre-Dame, témoignages bidons de riverains déshabités. Pierre, au centre de la tempête, se débattait comme un noyé, multipliant les communiqués de presse qui sonnaient faux. Je le voyais tous les jours, ou presque, café à Tif rue de Bussy, où il commandait des croissants qu'il picorait sans appétit, promenade le long de la Seine, où il fumait cigarette sur cigarette, les épaules voûtées sous son Burberry usé. Élise, tes idées sont géniales, mais les gens réagissent mal, gémissait-il lors de nos brainstorming. Je hochais la tête, compatissante, tout en sachant que chaque idée était une mine antipersonnelle. Une fois, il m'a prise à part dans un ascenseur bondé, son souffle chaud contre mon oreille, je sais que c'est dur pour toi aussi. Merci d'être là. J'ai frissonné au pas de désir, mais de ce plaisir sadique, pur et primal, de voir l'araignée piégée dans sa propre toile. Claire, elle, flairait le loup. Elle m'a confronté lors d'une soirée de gala au palais de Tokyo, organisée pour les mécènes du projet. Vêtue d'une robe fourreau noire qui moulait ses formes de cadran en forme, elle s'est approchée de moi près du buffet, un flûte de champagne à la main. Vous jouez un jeu dangereux, Élise. Pierre parle de vous jour et nuit. Est-ce de la vengeance, ou autre chose? Ses yeux verts, perçants comme des éclats de jade, me transperçaient. J'ai ri doucement, portant mon verre à mes lèvres. Le jeu, Claire? C'est la vie qui nous joue. 9 ans, et il n'a toujours pas appris à écouter. Elle a pâli, comprenant à demi-mot, et s'est éclipsée vers les toilettes, où je l'ai imaginé se recomposer le masque. Cette nuit-là, de retour dans mon loft de Montmartre, un espace ouvert avec des murs en briques apparentes et une verrière qui donnait sur les toits enneigés en hiver, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux Grand Cru, un Margaux 2010 que j'avais gardé pour l'occasion. Seul, j'ai revécu les souvenirs enfouis, notre lune de miel à la Côte d'Azur, où Pierre m'avait porté sur la plage de Galets à Aise, riant comme un gamin, les disputes anodines sur le choix du papier peint, et cette nuit d'octobre, où tout avait basculé. Étais-je innocente? Absolument. Mais la douleur m'avait changé, forgé en une femme qui ne pardonnait plus. La psychologie humaine est une machine infernale, quand on vous prive de voix, vous apprenez à murmurer des tempêtes. Le point de non-retour est survenu un mois plus tard, lors d'une tempête qui a balayé Paris comme une punition divine. Pierre m'a appelé à 2 heures du matin, sa voix pâteuse d'alcool et de désespoir. Viens, Élise. Chez moi. Claire est partie avec la petite. Tout est foutu. J'ai enfilé un imperméable et pris un Uber sous la pluie battante, les essuie-glaces luttant contre les trompes d'eau. Son appartement du 16e, autrefois le nôtre dans une vie antérieure, était un champ de bataille, bouteilles vides sur le parquet ciré, maquette renversée, et Pierre affalé sur le canapé en cuir, les yeux rougis. Il s'est jeté à mes pieds quand je suis entré, agrippant mes chevilles comme un naufragé. Pardon, Élise. J'ai été un lâche. Ce texto. J'aurais dû te croire. J'ai tout gâché. Les mots jaillissaient en torrent, mêlés de hoquets, s'énuyantés par mon fantôme, ses doutes sur Claire qui n'étaient que l'écho de sa propre culpabilité, son ascension professionnelle qui sonnait creux sans moi pour le célébrer. J'ai écouté, impassible, caressant distraitement ses cheveux grisonnants un geste maternel, presque tendre. Puis, d'une voix calme, j'ai lâché la bombe, et si je te disais que j'ai orchestré tout ça? Les pétitions, les fuites. Pour que tu ressentes ce que j'ai ressenti, l'impuissance, le doute qui ronge. Il s'est figé, relevant la tête lentement, son visage un masque d'horreur pure. Quoi? Élise, non. Tu ne ferais pas ça. Mais si, je l'avais fait. Chaque like sur Sauvons les quais était une aiguille dans sa chair, chaque article épinglant ses erreurs, un clou dans son cercueil professionnel. 9 ans, Pierre. 9 ans à reconstruire sans toi, à me demander si j'étais folle. Tu m'as divorcé sur un soupçon, sans me laisser respirer. Maintenant, c'est ton tour de suffoquer. Il s'est reculé, trébuchant contre la table basse, et pour la première fois, j'ai vu la peur vraie, viscérale dans ses yeux. Pas de colère, juste cette terreur existentielle de l'homme qui réalise que son monde est une illusion fragile. Je suis parti sous la pluie, le laissant à son chaos, et dans la rue déserte, j'ai allumé une cigarette, un vice repris pour l'occasion. Le tabac remplissait mes poumons, et avec lui, une euphorie sombre. La psychologie de la revanche est un labyrinthe, on entre pour punir, on en sort transformé, plus forte, mais marquée à jamais. Pierre m'a harcelé de messages les jours suivants, supplications,
menace voilée, puis silence radio. J'ai continué mon travail, comme si de rien n'était, mais intérieurement, je comptais les coups. Claire a demandé le divorce une semaine plus tard. Coïncidence? Non, j'avais glissé un dossier anonyme chez elle, avec des preuves fabriquées de l'infidélité de Pierre, un hôtel facturé sur la carte pro, un texto ambigu à une assistante. Elle l'a cru, bien sûr, les femmes comme nous croient toujours le pire, par protection. Paris, mi-octobre, s'habillait de feuilles rousses qui crissaient sous les pas des amoureux insouciants. Moi, je marchais seul vers la Bastille, le vent automnal fouettant mes joues, et je me sentais vivante, vraiment vivante pour la première fois depuis 9 ans. La vengeance n'effaçait pas la douleur, mais elle la transmutait en pouvoir. Et Pierre? Il était à genoux, exactement comme je l'avais rêvé. L'hiver 2025 a enveloppé Paris d'un manteau de givre qui craquelait les fontaines de la Concorde et transformait la tour Eiffel en un squelette luminescent. Mon agence bourdonnait d'activités, contrat avec LVMH pour une campagne empowerment féminin, des shootings sous les flocons place Vendôme où des mannequins en fourrure synthétique défiaient le froid avec des regards d'acier. Extérieurement, Élise Moreau était l'incarnation du triomphe, interview dans Elle, TEDx sur la résilience créative, et ce vernissage à la galerie Perrotin où j'ai croisé des célébrités qui me félicitaient comme une sœur. Mais intérieurement, la machine tournait à plein régime, alimentée par le carburant de la rancune. Pierre, lui, sombrait. J'ai appris par des contacts communs à un ex-collègue devenu informateur pour un pot de vin discret qu'il avait été rétrogradé, plus associé, juste un architecte senior au projet mineur, confiné à des rénovations de bureaux ternes dans la banlieue de la Défense. Claire avait emporté la garde exclusive de leur fille, Louise, 8 ans maintenant, et vendu la moitié de leurs biens pour financer son propre cabinet d'avocats spécialisé en divorce contentieux, une ironie que j'appréciais en silence. Il vivait seul dans un studio meublé de la rue de la Roquette, mangeant des sushis livrés et scrollant des profils Tinder à 3 heures du matin, cherchant un réconfort éphémère dans des corps anonymes. Je l'ai revu par hasard ou fin hasard lors d'un marché de Noël sur les Champs-Élysées. Les guirlandes clignotaient comme des étoiles factices, l'air embaumait le vin chaud et les marrons grillés, et la foule joyeuse contrastait avec son allure défaite, manteau élimé, barbe de 3 jours, yeux cernés comme des ecchymoses. Il portait un sac de cadeaux bon marché, probablement pour Louise, et quand nos regards se sont croisés près d'un stand de bijoux en argent, il s'est figé, un gamin prit la main dans le pot de confiture. Élise, a-t-il murmuré, la voix rauque. Tu rayonnes. Nous avons marché côte à côte, sous prétexte d'échanger des banalités sur le temps et les affaires. Mais ces mots ont vite dérapé, je perds tout. Le boulot, Claire, même Louise me regarde comme un étranger. C'est toi, n'est-ce pas? Cette campagne contre la tour. Tes idées ont tout ruiné. J'ai arrêté net sous un réverbère, la neige fondue collant à mes bottes. Mes idées? Ou tes erreurs, Pierre? Tu m'as jugé sans procès. 9 ans, et tu récoltes ce que tu as semé. Il a tendu la main, suppliant, aide-moi. Pour l'amour de Dieu, Élise. Je t'en prie. L'amour de Dieu. Ces mots m'ont frappé comme un coup de fouet. Y avait-il eu de l'amour, vraiment? Ou juste une possession confortable, brisée par un doute fugace? Je l'ai regardé, vraiment regardé, cet homme que j'avais aimé, avec ses mains larges capables de caresser ou de détruire. Et j'ai eu pitié ou une pitié fugace, vite étouffée par la mémoire. Demain, 10 heures, au Flore. Viens seul. Il a hoché la tête, reconnaissant, ignorant que c'était le piège final. Le café de Flore, ce temple des intellectuels, bruissait de conversations feutrées ce matin-là, serveur en veston blanc, croissant feuilleté, et l'odeur entêtante du café au lait. Pierre est arrivé en avance, nerveux, tripotant son écharpe. J'ai commandé pour nous deux un café pour moi, un thé vert pour lui, amer comme son sort. Voici ce que tu vas faire, ai-je dit en posant une clé USB sur la table. Confesse-toi publiquement. Une interview au Monde, où tu admets le malentendu, le divorce injuste, ton rôle dans notre chute. Et mentionne-moi, Élise Moreau, la femme que tu as trahie sans raison. Ses yeux se sont écarquillés, horrifiés. Publiquement? Élise, ça me détruira. Claire, Louise. Elles ne me le pardonneront jamais. J'ai penché la tête, un sourire froid aux lèvres. Et moi, je t'ai pardonné, peut-être? 9 ans à porter ce stigmate d'adultère fantôme, à expliquer à mes parents, à mes amis, pourquoi notre mariage s'est évaporé comme brume sur la Loire. Tu veux de l'aide? Gagne-la. Il a protesté,
barguigner, mais au fond, il savait, il était acculé, un rat dans un labyrinthe de ma conception. Les jours suivants ont été un spectacle fascinant. J'ai coaché l'interview à distance, choix des mots, ton de voix, même la posture aux épaules droites, regard caméra, comme un homme brisé mais repentant. L'article est sorti un vendredi, titré « L'aveu d'un architecte, comment un malentendu a détruit ma vie ». Pierre y décrivait tout, le texto, sa panique, le divorce hâtif, et moi, Élise, la victime innocente que j'ai abandonnée sans lui laisser une chance de s'expliquer. Les réactions ont fusé, soutien féministe sur Twitter, édito dans le Figaro sur la toxicité masculine, et un pic de commandes pour mon agence. Les marques adorent les histoires de résilience. Claire l'a quitté définitivement, emportant Louise en Angleterre pour un poste à Londres. Tu as tout avoué, Pierre? Parfait. À mon tour de tourner la page, lui a-t-elle écrit dans un SMS que j'ai lu par procuration, un hack discret via un freelance en cybersécurité, justifié par la recherche d'inspiration. Pierre m'a appelé en larmes ce soir-là, depuis un bar du quartier latin où il noyait son chagrin dans du pastis. C'est fini, Élise. Tout est parti. Pourquoi? J'ai répondu, la voix douce comme du miel empoisonné, parce que la vérité libère, Pierre. Mais elle détruit aussi. Dans mon loft, ce soir-là, j'ai allumé des bougies parfumées à la lavande, un rituel pour clore les chapitres. 9 ans plus tard, la balance penchait enfin de mon côté. Mais la psychologie humaine est traîtresse, au milieu de la victoire, un vide s'est creusé, un écho de ce que j'avais perdu. Étais-je devenu comme lui? Une destructrice impitoyable? Non, me suis-je dit en versant un verre de cognac. J'étais juste Élise, revenue des abysses. Le printemps 2026 a éclaté à Paris comme une rébellion fleurie, les tulipes du Luxembourg en feu, les terrasses bondées de rire et de coupes de rosée, et ce bourdonnement électrique qui fait oublier les hivers trop longs. Mon agence avait explosé au doublage du chiffre d'affaires, embauche d'une équipe jeune et affamée, et un contrat exclusif avec Hermès pour une ligne révélation intérieure, inspirée, disaient les communiqués, de la Renaissance après la trahison. Les médias m'adoraient, Élise Moreau, l'icône de la femme qui transforme le poison en parfum. Ironie suprême, car le poison coulait encore dans mes veines, goutte à goutte. Pierre, quant à lui, était un fantôme errant. L'interview l'avait propulsé dans l'enfer médiatique, invitation à des débats sur France Inter où on le cuisait à feu doux comme un escargot, regard fuyant lors de rencontres fortuites avec d'anciens collègues. Il avait démissionné du cabinet, prétextant un burn-out créatif, et s'était replié dans un petit appartement d'Île Saint-Louis, entouré de livres d'architecture jaunis et de bouteilles de whisky écossais. J'ai su qu'il voyait un thérapeute, un certain docteur Duval, que j'ai googlé par curiosité, spécialiste des troubles anxieux, avec un cabinet près de l'opéra. Il parle de vous constamment, m'a confié un jour une connaissance commune, une graphiste qui avait croisé Pierre lors d'une session de groupe. Vous êtes son démon et son salut. Je l'ai contacté un après-midi de mai, sous un prétexte professionnel, j'ai un lead pour un freelance en modélisation 3D. Café? Il a accepté, voix hésitante au téléphone. Rendez-vous au Procope, le plus vieux café de Paris, avec ses boiseries sombres et son aura d'histoires enfouies. Il était là, amaigri, vêtu d'un pull en cachemire râpé qui pendait sur ses épaules voûtées. Élise, a-t-il dit en se levant, un geste maladroit qui a renversé sa tasse. Le café a coulé sur la nappe damassée, une tache brune comme une plaie ouverte. Nous avons parlé, ou plutôt, il a parlé, un flot ininterrompu de confessions thérapeutiques. Le docteur Duval l'avait forcé à disséquer le malentendu, c'était ma peur de l'intimité, Élise. Mon père avait trompé ma mère, et j'ai projeté ça sur toi. 9 ans, et je vis encore avec ce fantôme. Il décrivait ses nuits hantées par des rêves où je le quittais, riant, avec Marc à mon bras, ses tentatives ratées de reconnexion avec Louise, qui lui envoyait des messages polis mais distants depuis Londres, sa solitude qui le rongeait comme un ulcère. Je mérite ça, hein? Ta vengeance. J'ai écouté, les doigts croisés autour de ma tasse de thé à la menthe, et pour la première fois, une fissure dans mon armure. Était-ce de la compassion? Ou juste la fatigue d'un rôle tenu trop longtemps? La vengeance, Pierre, c'est un miroir. Tu y vois tes propres monstres. Il a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant, et a sorti de sa poche une bague, la nôtre, celle du mariage, que j'avais cru fondue. Garde-la. Ou jette-la. Mais sache que je regrette, chaque jour. Je n'ai pas pris la bague. Au lieu de ça, je lui ai tendu une carte de visite, celle d'un chasseur de tête spécialisé en reconversion.
Recommence. Pas pour moi, pour toi. Paris est une ville de seconde chance, si on sait regarder. Il a cligné des yeux, surpris, et pour un instant, j'ai vu l'étincelle, celle de l'homme que j'avais aimé, enfouie sous les décombres. Je suis parti, le cœur serré d'un pincement inattendu, et dans la rue Saint-André-des-Arts, bordée de bouquinistes, j'ai acheté un vieux roman de Simenon, La neige était sale, sur la culpabilité qui pourrit l'âme. Lecture parfaite pour une vengeresse en demi-teinte. Les mois d'été ont apporté un répit trompeur. Pierre a décroché un petit contrat freelance rénovation d'un bistrot à Montparnasse et m'a envoyé un merci poli par mail, avec une photo de l'avant-après, mur repeint en vert olive, comptoir poli comme un miroir. J'ai répondu brièvement, bien joué. Claire, de son côté, avait refait surface dans la presse, avocate star des divorces équitables, interviewée sur BFM pour défendre les droits des mères. Louise, 9 ans maintenant, postait des selfies avec sa mère devant Big Ben, ignorant le chaos paternel. Et moi? J'ai voyagé en Provence, chez une amie vigneronne, dormant sous les oliviers et foulant le raisin pieds nus, sentant la terre me ramener à l'essentiel. Mais la psychologie ne lâche pas si facilement. Un soir de juillet, lors d'une fête sur une péniche de la Seine, champagne qui pétille, musique électro-douce, feux d'artifice qui éclatent comme des cœurs brisés, j'ai croisé Marc. Mon complice d'autrefois, vieilli en baroudeur barbu, avec une cicatrice au menton d'un accident de moto en Islande. Nous avons dansé, riant des années perdues, et quand il m'a embrassé un baiser salé de sueur et de regret, j'ai reculé. Pas maintenant, Marc. J'ai encore des comptes à régler. Il a compris, haussant les épaules, la vie est trop courte pour les malentendus, Élise. De retour à Paris en septembre, j'ai décidé de clore le chapitre. J'ai invité Pierre à dîner au Pas aux Flores, trop chargé, mais dans un petit italien de la rue des Martyrs, anonyme et chaleureux, avec des nappes à carreaux et des bougies vacillantes. Il est venu, rasé de frais, une bouteille de Chianti sous le bras. Pour enterrer la hache, a-t-il demandé, un sourire timide. Nous avons mangé des pâtes à la puttanesca, épicées comme nos souvenirs, et vraiment parlé haut pour la première fois depuis 9 ans. De ses avancées en thérapie, de ma peur irrationnelle des engagements, de ce que le temps avait sculpté en nous, 2 âmes cabossées, mais entières. Je ne te pardonnerai pas complètement, ai-je dit en levant mon verre. Mais je te libère. Il a acquiescé, les yeux brillants, et pour la première fois, j'ai senti le poids s'alléger. La vengeance avait été cathartique, un exorcisme personnel, mais la vraie guérison venait de cette paix fragile, forgée dans le feu du pardon partiel. L'automne 2026 a peint Paris en ocre et roux, avec ses averses soudaines qui lavent les rues et révèlent les reflets tremblants des néons dans les flaques. Mon agence fêtait son 10e anniversaire, une expo immersive au 104 Paris, où des projections mapping racontaient des histoires de renaissance, ombres qui se dissipent, couleurs qui surgissent du noir. Les invités affluaient, clients en smoking, journalistes avec carnet en cuir, et au milieu, moi, Élise Moreau, en robe rouge sang, un verre de champagne à la main, toquant contre les verres pour un discours improvisé. 9 ans. Ou 10, selon les calendriers du cœur. J'ai appris que la création naît de la fracture, que l'art est la plus belle revanche. Pierre était là, invité discret, au fond de la salle, près d'une installation de lumière tamisée. Il avait changé, une assurance nouvelle dans sa posture, un projet personnel en vue à un éco-village en Bretagne, financé par des crowdfunding citoyens. Merci, Élise, m'a-t-il glissé à l'oreille quand je suis passé près de lui. Pour m'avoir forcé à regarder en face. Pas de romance renaissante, non, juste une amitié naissante, tissée de cicatrices communes. Claire avait officialisé son divorce, gardant une correspondance cordiale pour Louise, qui visitait Paris 2 fois l'an, curieuse de ce père repentant que les journaux dépeignaient. Mais la vraie introspection est venue plus tard, lors d'une retraite solitaire à Vézelay, perché sur sa colline bourguignonne, avec la basilade romane qui domine la vallée comme un gardien millénaire. J'y suis allé pour marcher, réfléchir, laisser le vent emporter les résidus de rage. Assise sur un banc de pierre usé par les pèlerins, j'ai ouvert un carnet au pas pour esquisser des logos, mais pour écrire, des lettres non envoyées à Pierre, à Claire, à la Élise d'autrefois. Tu m'as divorcé sur un mensonge, et j'ai failli devenir le monstre que tu craignais. Mais la vengeance, c'est un feu qui consume le vengeur autant que la proie. La psychologie humaine est un puzzle infernal, on cherche la justice, on trouve le chaos, et au bout, une sagesse amère. 9 ans plus tard, je n'étais plus la victime ni la justicière, juste une femme, entière, qui avait dansé avec ses démons et survécu. De retour à Paris,
j'ai croisé Marc lors d'un shooting au Trocadéro, il photographiait des couples sous la tour Eiffel, capturant l'amour fugace. Prête pour un nouveau chapitre, a-t-il demandé, son appareil en bandoulière. J'ai souri, hochant la tête. Avec modération. Les malentendus, ça suffit. Aujourd'hui, décembre 2026, je marche le long du canal Saint-Martin, les lumières de Noël scintillant sur l'eau noire. Pierre m'envoie des nouvelles sporadiques, un lien vers un article sur son village breton, une photo de Louise à cheval sur une plage venteuse. Je réponds, brièvement, sans amertume. L'agence prospère, avec des bureaux neufs rue du Faubourg Saint-Honoré, et un amant occasionnel à un écrivain corse qui parle de passion méditerranéenne sans promesse. Paris, ma ville éternelle, m'a rendu à moi-même, ses rues sinueuses comme les méandres de l'âme, ses cafés comme des confessionnaux laïques. Si je pouvais chuchoter à la Élise de 2016, je lui dirais, tiens bon. La vérité est un boomerang, lent mais implacable. 9 ans plus tard, le malentendu s'est dissous, laissant place à une sérénité conquise. La vengeance ? Un chapitre clos, riche en leçons. Et la vie, cette grande dramaturge, continue d'écrire la suite avec, peut-être, un peu plus de lumière que d'ombre.